laboratoire de morphogénèse du cœur. Bonjour. Donc, Sigolène Meillac, je suis la directrice du laboratoire de morphogénèse du cœur à l'Institut Imagine et à l'Institut Pasteur. Lucie Louyel, moi je suis cardiopédiatre dans le service du professeur Bonnet à l'hôpital Necker. Audrey Desgranges et je suis postdoctorante dans le laboratoire de Sigolène Meillac ici à Imagine et à l'Institut Pasteur. Bonjour, je m'appelle Adrien Borgel, je suis interne en biologie médicale et je fais un stage de M2 dans le laboratoire de Sigolène. Voilà. Bonjour, je m'appelle Laurent Guillemot, je suis technicien supérieur de laboratoire, je travaille à l'Institut Pasteur et à l'Institut Imagine. Je pense que c'est important de reprendre déjà la présentation du laboratoire et de façon globale ce que vous faites. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça leur parle pas ce que c'est que la morphogénèse du cœur. Ce serait peut-être intéressant de revenir dessus. Bien sûr. Donc la morphogénèse, ça veut juste dire comment se crée une forme. Donc le cœur, tout le monde le connaît au stade adulte, mais en fait on peut se poser la question, comme pour n'importe quel objet, d'où il vient et à quel moment il commence à prendre forme. Parce que tout le monde sait bien que l'embryon au début c'est une seule cellule issue de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovocyte. Là il n'y a pas de cœur, donc il y a un moment donné dans l'embryon il va y avoir un cœur. Et à quoi ressemble ce cœur et comment il fait pour atteindre la forme définitive qu'on lui connaît avec les deux oreillettes et les deux ventricules et surtout un cloisonnement entre la circulation pulmonaire et la circulation générale. Donc nous c'est la question qu'on pose, on la pose aussi d'un point de vue fondamental. Notre approche n'est pas seulement une approche clinique, c'est aussi une question fondamentale, d'où on vient d'une part et d'autre part comment aussi le matériel biologique fait des formes. Parce qu'un sculpteur sait faire une forme et peut reproduire un cœur. Un ingénieur aussi peut imaginer un système artificiel pour pomper le sang et il y a des développements comme ça en clinique. Mais comment l'embryon le fait, sachant qu'il n'y a personne pour former ce cœur. Donc l'embryon doit le faire tout seul. Et ce qui nous intéresse d'un point de vue fondamental, c'est de comprendre les cascades d'événements qui permettent de créer cette forme qui est une forme très spécifique, avec tout le temps, il y a bien sûr des micro-variations entre individus, mais globalement c'est tout le temps la même forme. Donc comment l'embryon arrive à générer cette forme, ça c'est la question fondamentale qui nous intéresse. Mais bien sûr, cette question fondamentale a des applications médicales, qui est que parfois le cœur se forme bien, et parfois, comme vous le savez, il ne se forme pas bien. Et donc comment on peut essayer de comprendre pourquoi à certains moments il y a des choses qui se passent mal dans cette cascade d'événements, il y a eu une anomalie et comment cette anomalie va générer une malformation cardiaque spécifique. Oui, donc là on est dans un, c'est bon, là on est dans un module type qu'on peut retrouver dans Imagine. On a soit ce genre de volume, soit le double pour les équipes qui sont plus importantes. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré l'embryon sur le côté droit, on voyait le futur ventricule droit finalement. Et en fait là, on a mis l'embryon sur le côté gauche, mais il se trouve qu'on arrive quand même à voir le ventricule droit. Donc en fait, dans cet embryon-là, qui est mal formé, le ventricule droit se retrouve à gauche de l'embryon. Donc ça, c'est pas du tout un truc normal, parce que normalement ici, on attendrait à avoir un ventricule gauche. Et il se trouve que le ventricule gauche, on le trouve à droite. Donc cette fois, on a retourné l'embryon. Et donc là, le ventricule gauche est ici. Donc ça, c'est complètement anormal et pathologique, qui peuvent donner des maladies dont on pourra reparler tout à l'heure, mais du coup, des maladies type de cardiopathie congénitale chez la souris, mais qui peuvent faire du lien avec ce qu'on observe chez l'enfant. Et puis ce stade de développement embryonnaire qu'on observe chez la souris, c'est pas un stade qui est vraiment accessible chez l'humain parce que
cette étape, on va dire, de formation du cœur très précoce, c'est quelque chose qui a lieu dans le premier mois de grossesse en fait. Donc le plus souvent, évidemment, parfois la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte. Donc c'est absolument pas quelque chose qu'on peut regarder, ni même avec la résolution, ni même en fait en termes de technique. Pour le moment, on ne pourrait pas accéder à ces données-là. Donc ça fait vraiment du sens d'avoir des modèles qui peuvent du coup nous donner accès à ces ressources, on va dire biologiques. Donc, il faut aussi, dans la recherche que vous faites, il faut aussi savoir poser les bonnes questions pour savoir ce que vous cherchez. Ah, exactement, il faut, parce que des questions, on peut, surtout quand on a l'esprit curieux, on en a à foison. Et c'est vrai qu'une partie du travail qu'on fait au laboratoire, c'est d'arriver à prioriser les questions ou à se focaliser sur une. Soit parce que c'est une question fondamentale et on a besoin de comprendre cette étape-là pour aller plus loin, soit parce qu'il y a un projet avec les cliniciens. Et ça, c'est tout l'intérêt de la collaboration entre les chercheurs et les cliniciens. C'est de grouper les questions, enfin d'orienter les questions pour essayer de trouver des clés. C'est ça. Et de bénéficier des deux expertises. Parce que mais après, c'est enrichissant d'avoir les différents points de vue, parce qu'à la fin, c'est ces différents points de vue qui permettent de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pour dire qu'on a besoin de cette double expertise pour vraiment comprendre le cœur dans son ensemble, à la fois les mécanismes embryonnaires, mais aussi l'impact clinique et qu'est-ce qui est vraiment important pour la fonction du cœur et pour le bien-être des patients, quels sont les points clés qu'il faut absolument comprendre. Pas forcément les mêmes que quand on pose la question, par exemple, est-ce que ce ventricule gauche, il est joli, il a une belle forme, c'est pas forcément la question clé pour le médecin, quoi. Voilà. Est-ce que le grand public aujourd'hui peut vous aider de quelque manière que ce soit? Est-ce que il y a, en tout cas sur le sujet des cardiopathies congénitales, parce que forcément votre travail a beaucoup d'impact, et c'est pour ça que Lucie Leuil, elle est là aujourd'hui, notamment sur les cardiopathies congénitales. Est-ce que le grand public peut vous aider pour vous faire avancer? Je dirais que le grand public peut nous aider de deux manières. D'une part, en comprenant l'importance de la recherche et donc en passant le message quelque part pour que non seulement le grand public soit au courant, mais aussi les décisionnaires, les politiques soient au courant que c'est un domaine dans lequel il faut investir. Voilà, ça c'est un message important. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect financier. Évidemment, les dons qui peuvent être faits et qui vont alimenter les fondations. Si ensuite ça revient à la recherche, ça permet d'avoir par exemple quelqu'un comme Audrey qui peut être payé par exemple 1 an pour travailler sur un projet bien spécifique. Voilà, c'est ce genre de projet qu'on peut mettre en place et qui peuvent être vraiment importants pour faire avancer la recherche. Ok, super. Puis à l'échelle de l'hôpital, peut-être avec des cohortes, des gens qui... À l'échelle de l'hôpital aussi, bien sûr, pour qu'on ait surtout plus de bras en fait, et de cerveau plutôt, d'étudiants de Master 2 qui peuvent être engagés sur des sujets de recherche clinique, mais aussi en collaboration avec vous. Donc oui, on a besoin de monde. Et donc d'argent pour les payer. C'est ça. La chirurgie aussi, bien sûr. Alors là, c'est le côté purement clinique de soins aux patients. Bien sûr, on a besoin de chirurgiens, de docteurs, de beaucoup de monde en fait. Et aussi d'infirmières, de soignantes et toute la chaîne qui conduit aux soins aux enfants et aux adultes congénitaux. Et alors si je peux vous retourner une question, Gaëlle, en tant qu'association de patients, qu'est-ce que vous attendez de la recherche et est-ce qu'il y a un exemple de découverte qui vous a particulièrement intéressé parmi les choses dont vous avez pu avoir connaissance? En fait, je crois que ce qui est important pour nous en tant qu'association de patients, c'est de vulgariser la recherche médicale pour mieux la comprendre. Donc moi, je suis ravie de ce type de rendez-vous aujourd'hui parce que les gens pensent souvent que la recherche médicale, ce n'est que quelqu'un derrière un microscope, sauf que, par exemple, croiser des données. Les données aujourd'hui, la recherche, c'est aussi beaucoup de données et pour ça, il faut des gens, des statisticiens, par exemple, qui sont derrière un ordinateur, derrière des fichiers de type tableau croisé dynamique pour pouvoir croiser toutes ces données. Donc déjà, nous, ce qu'on attend de la recherche, c'est que
qui puissent nous vulgariser leurs projets pour qu'on puisse mieux les comprendre et du coup mieux les aider et les soutenir.